Bonjour, aujourd'hui dans le cadre du CEC pédiatre en maternité, on va voir ce cours sur le retard d'émission du méconium. Comme vous le savez, le retard d'émission du méconium représente un symptôme fréquemment observé dans la pratique quotidienne aux maternités. Ce symptôme est une source d'inquiétude parentale puisqu'il va retarder la sortie de la maternité. En effet, je vous rappelle que parmi les conditions de sortie de la maternité, il faut que le nouveau-né ait déjà émis son premier méconium. À l'état normal, le nouveau-né à terme en bon état de santé va émettre son premier méconium au cours des premières 24 heures de vie. Pour le prématuré, le premier méconium peut être émis dans les premières 24 heures de vie, et ceci dans 37% des cas, mais il est fréquemment observé que le prématuré va émettre son premier méconium au-delà de 48 heures de vie. Et on peut voir même que certains prématurés peuvent arriver jusqu'à un délai de 9 jours pour émettre leur premier méconium. Bon, pour parler d'un retard d'émission du méconium, on va se fixer un délai de 36 heures de vie. Donc, au-delà de H36 de vie, si le nouveau-né n'a pas encore émis son premier méconium, on va parler de retard d'émission du méconium. Et au-delà de 48 heures de vie, sans émission de méconium, on va commencer à intervenir. Alors, pourquoi un nouveau-né va présenter un retard d'émission de méconium? On a dit que c'est un symptôme, donc ça peut avoir plusieurs étiologies. Il peut s'agir d'un retard simple du méconium qui est isolé, qui est bénin, mais il peut cacher aussi une pathologie qui est plus grave, à savoir l'occlusion néonatale. Cette occlusion néonatale, elle peut être mécanique, d'origine organique, ou bien en rapport avec une pathologie du méconium, comme elle peut être fonctionnelle ou bien secondaire à une cause médicale. Comme vous le voyez, il y a plusieurs étiologies possibles pour un retard d'émission du méconium. C'est comme s'il était dans une veine. Alors, comment on va s'orienter devant ce symptôme? Comment on va-t-on préciser l'étiologie ou bien la cause sous-jacente? C'est simple. Il suffit d'être un bon clinicien, de mener un interrogatoire minutieux et réaliser un examen clinique complet et exhaustif. Ce couple interrogatoire-examen clinique va viser en premier lieu à chercher les éléments de diagnostic d'un syndrome occlusif qui peut révéler une urgence chirurgicale qui doit être rapidement éliminée et prise en charge. Il va aussi chercher les signes de gravité qui nécessitent une intervention immédiate pour stabiliser l'état du nouveau-né et le sauver, mais aussi ça va chercher des éléments d'orientation diagnostique. L'interrogatoire, il va chercher dans les antécédents familiaux, est-ce qu'il existe des pathologies digestives dans la fratrie, en particulier une maladie du Hirschsprung. On va chercher les données de l'échographie anténatale. Est-ce qu'il existe un hydramnios qui va orienter vers une obstruction digestive? Est-ce qu'il existe des calcifications abdominales qui va orienter vers une péritonite méconiale? Est-ce que le grêle il est hyperéchogène, ce qui va nous orienter vers une mycoviscidose? Est-ce qu'il existe à l'échographie anténatale une mégavéssie qui va orienter vers le syndrome mégavéssie microcolon hypopéristatisme intestinal qui constitue un syndrome de très mauvais pronostic et qui justifie à lui seul l'indication d'une ITG. L'interrogatoire va aussi chercher, en plus de la quantité du liquide amniotique, son aspect. Est-ce qu'il est clair ou bien est-ce qu'il est teinté au méconial?
Et ici, il faut faire attention au piège du méconium émis par une fistule au cours d'une imperforation anale. Donc, le fait qu'on a un liquide amniotique teinté au méconial, ça ne doit pas éliminer une imperforation anale puisque le méconium pourrait être émis à travers une fistule. L'interrogatoire aussi va chercher si au cours de la grossesse, on a une notion de diminution des mouvements actifs fétaux qui va orienter vers une hypothyroïdie congénitale. Aussi, on va interroger la mère si elle a pris certains médicaments au cours de sa grossesse, en particulier les neuroleptiques, les benzodiazépines ou bien les morphiniques qui vont donner un retard du péristaltisme et donc un retard d'émission du méconium. Une pathologie gravidique très fréquente aussi à chercher, c'est le diabète gestationnel qui sera responsable du syndrome du microcolon congénital ou bien du bouchon méconial. Il ne faut pas oublier une étape très importante de l'interrogatoire, c'est l'anamnèse infectieuse, puisque une infection peut induire un iléus paralytique. L'interrogatoire aussi va chercher des signes d'orientation clinique, le refus de téter, les vomissements, et plus que les vomissements, ces aspects, l'aspect des vomissements, tout en sachant que le vomissement bilieux, c'est l'équivalent d'une occlusion néonatale jusqu'à preuve du contraire. Tous ces signes sont en faveur du diagnostic du syndrome occlusif, mais aussi ça peut s'intégrer dans le cadre d'une infection néonatale qui sera responsable d'un uléus paralytique associé. Parallèlement à l'interrogatoire, il faut réaliser un examen physique complet. Cet examen physique va apprécier en premier lieu l'état général afin d'évaluer la gravité de la situation. On va apprécier le terrain. Est-ce qu'il s'agit d'un prématuré? La coloration du nouveau-né, est-ce qu'il a un teint grisâtre qui oriente vers le sepsis et l'infection? On va apprécier son état d'hydratation pour voir le retentissement des vomissements. Il faut aussi apprécier l'état hémodynamique qui peut être altéré suite à une déshydratation et perte digestive occasionnée par les vomissements ou bien s'intégrer dans le cadre d'un sepsis sévère. Il faut aussi chercher si le nouveau-né présente une détresse respiratoire qui peut être en rapport avec une pneumopathie d'inhalation secondaire au vomissement ou bien en rapport avec la distension abdominale ou bien s'intégrer dans le cadre du sepsis avec altération de l'état général. L'examen physique cherche aussi une dysmorphie faciale évocatrice d'une hypothyroïdie ou d'un diabète gestationnel maternel. Une étape très importante de l'examen clinique, c'est l'examen de l'abdomen. Il faut chercher si l'abdomen est distendu, s'il existe des anses dessinées sous la peau ou bien figées, telles que sur cette photo. Il faut voir dès l'inspection si la peau de l'abdomen est luisante ou bien inflammatoire qui oriente vers une entérocolite, une séronécrosante ou bien une péritonite. La palpation cherche s'il existe une sensibilité abdominale associée ou bien une sensation de crépitation qui oriente vers une pneumatose pariétale. Après l'examen de l'abdomen, il ne faut pas oublier l'examen de la marge anale afin de vérifier la perméabilité anale tout en se méfiant des formes membraneuses et chercher une fistule associée. L'examen physique sera terminé par l'épreuve à la sonde qui constitue à la fois un geste diagnostique et thérapeutique. L'examen physique sera terminé par l'épreuve à la sonde qui constitue à la fois un geste diagnostique et thérapeutique, puisque cette épreuve va permettre de vérifier la perméabilité anale et aussi elle peut permettre l'élimination d'un bouchon muqueux responsable du retard d'émission du méconium. Cette épreuve à la sonde a une valeur orientation diagnostique
très importante puisqu'elle peut orienter vers la maladie du Hirschsprung chaque fois qu'après stimulation, on aura un débâcle de gaz et de méconium. Mais il faut faire attention lors de la réalisation de cette épreuve puisqu'il existe un risque de perforation. Cette épreuve doit être donc réalisée doucement, avec attention par un manipulateur qui est expérimenté. À la fin de l'examen clinique et en se basant sur les éléments d'orientation révélés par l'anamnèse, on sera orienté soit vers un retard simple isolé du méconium, soit vers une occlusion néonatale. À la fin de l'examen physique et en se basant sur les éléments anamnéstiques et cliniques, on pourra orienter vers un retard simple isolé du méconium ou bien une occlusion néonatale. Dans ce cas, il faut éliminer en premier lieu les urgences chirurgicales responsables d'occlusion mécanique organique et en tête de liste, il ne faut pas oublier le diagnostic de volvulus ducrel qui constitue l'urgence ultime. L'imperforation anale sera éliminée rapidement lors de l'examen de la marche anale, sinon on sera orienté vers les autres sténoses digestives, en particulier l'atrésie colique, la sténose anale et l'atrésie jejunο-iléale distale. Une fois on a éliminé les causes organiques, on va s'orienter vers les pathologies du méconium, telles que le syndrome du microcolon gauche ou bien le bouchon méconium, dont le diagnostic est facile devant un nouveau-né de mère diabétique avec un bouchon muqueux émis lors de l'épreuve à la sonde ou bien un iléus méconial qui oriente vers le diagnostic de mucoviscidose. Après avoir éliminé les urgences mécaniques, on sera orienté vers les occlusions fonctionnelles et en tête de liste, on a la maladie du Hirschsprung dont le diagnostic est facile devant l'épreuve à la sonde qui est positif avec un débâcle de gaz et de méconium après une stimulation par la sonde rectale, d'autant plus si on a des antécédents familiaux. Sinon, on sera orienté vers les autres pathologies de la motricité digestive, telles que les POIC ou bien les syndromes de mégapétie, microcolon, hypoperistaltisme intestinal. En fin de compte, on aura les occlusions néonatales secondaires à des causes médicales. Il faut éliminer en premier lieu l'infection et le sepsis qui sera responsable de iléus paralytique. Sinon, on va être orienté selon le faciès du nouveau-né vers et d'autres signes cliniques vers l'hypothyroïdie congénitale. L'origine médicamenteuse maternelle sera rapidement éliminée par l'interrogatoire, à savoir les benzodiazépines, les neuroleptiques et morphiniques. Sinon, toutes les autres pathologies métaboliques, telles que l'hypoglycémie, l'hypocalémie, l'hypercalcémie ou l'hypermagnésémie, peuvent être responsables d'un retard d'émission du méconium. Une fois on a établi le diagnostic, on a apprécié la gravité, le retentissement, on a pu avoir une orientation diagnostique. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, en cas de retard simple, la règle c'est l'expectatif. Il faut assurer une surveillance clinique avec une stimulation par sonde rectale au-delà de 48 heures de vie. Puisque dans notre pays, le dépistage de l'hypothyroïdie congénitale n'est pas systématique, il faut profiter de ce symptôme pour réaliser un bilan thyroïdien. Après la sortie, le nouveau-né doit être revu et suivi, et ceci à l'occasion de la visite du 8e jour et du 40e jour. Il faut dans ces visites vérifier si le nouveau-né présente des troubles du transit qui peuvent orienter vers une maladie de Hirschsprung. Si nous sommes devant un tableau d'occlusion néonatale, il faut toujours commencer par l'appréciation générale, évaluer le nouveau-né, chercher les signes de gravité, en particulier la détresse respiratoire, le sepsis, les troubles hémodynamiques. On va commencer par un bilan initial si possible, à savoir l'ASP et l'échographie Doppler abdominale, avec un bilan préopératoire puisque une occlusion néonatale peut cacher une urgence chirurgicale. Ce bilan initial ne doit en aucun cas retarder le conditionnement du nouveau-né qui sera basé sur un repos digestif avec une alimentation parentérale
une bonne réhydratation, des remplissages vasculaires en fonction de l'état hémodynamique, correction des troubles ioniques et hémodynamiques. Il faut mettre en place une sonde gastrique pour aspirer le contenu digestif, tout en quantifiant les pertes qui seront par la suite compensées, démarrer si besoin une antibiothérapie, instaurer un monitorage cardio-respiratoire et transférer le nouveau-né vers une maternité niveau 3 près d'un centre de chirurgie pédiatrique qui peut prendre en charge les urgences chirurgicales. Donc, en conclusion, on voit bien que le retard d'émission du méconium constitue un symptôme qui peut avoir des étiologies diverses allant des plus bénignes aux urgences chirurgicales. Il faut adopter une démarche méthodique qui vise toujours à vérifier la perméabilité anale, qui peut être oubliée en salle de naissance, et chercher en premier une urgence chirurgicale qui nécessite une prise en charge rapide. Sinon, il faut réaliser une surveillance clinique du nouveau-né, sans oublier de réaliser l'épreuve à la sonde afin de vérifier la perméabilité anale et éliminer les formes membraneuses et soulager parfois le nouveau-né et constituer une épreuve thérapeutique en éliminant un bouchon muqueux. Il ne faut pas oublier de réaliser un bilan thyroïdien, puisque dans notre pays, il n'y a pas de dépistage néonatal systématique. Même en cas de retard d'émission de méconium simple et isolé, il ne faut pas lâcher le nouveau-né dans la nature. Il faut veiller à le surveiller ultérieurement à la recherche de troubles du transit qui vont apparaître, orientant vers la maladie du Hirschsprung. Et je vous remercie.